Je pense que les vendeurs aujourd'hui sont capables d'accepter que le prix doit baisser un petit peu. Ça dépend toujours du vendeur, c'est-à-dire qu'il y a certains vendeurs qui vont devoir vendre et donc ils sont prêts à baisser effectivement peut-être de 10, 15%, 20%. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julia. Bonjour Julia. Bonjour Clément. Alors vous êtes notaire à Paris et aujourd'hui on va discuter un petit peu plus en détail du rôle du notaire et en particulier vous êtes notaire pour les institutionnels principalement. Exactement. Ouais, je D'accord, me suis spécialisée en immobilier institutionnel. excellent. Et donc on va comprendre un petit peu mieux. Alors pour commencer Julia, c'est quoi finalement le rôle d'un notaire? À quoi sert un notaire? Alors, un notaire, il va permettre d'authentifier les actes déjà. Alors, je pense que peut-être l'idée, c'était de se spécialiser un peu sur la vente dans notre discussion. Donc, le rôle du notaire, déjà, il va falloir qu'il y ait un accord entre les parties, donc entre acquéreur et vendeur, sur la chose et sur le prix. Et ensuite, ils vont saisir leur notaire. Et là, le premier rôle du notaire, ça va être de réunir l'intégralité des pièces du dossier afin de pouvoir faire un audit du bien. Donc là, on va devoir réunir tout ce qui est relatif à la capacité des parties, à l'origine de propriété, aux servitudes, à l'urbanisme, à la construction du bien, à la copropriété si on est en copropriété. Et donc le notaire va faire son analyse et à ce moment-là, ensuite il va faire un rapport. Alors selon qu'on est en institutionnel, ça va être un rapport d'audit très détaillé. Et si on est avec un particulier, soit on va l'appeler, soit on va effectivement faire un mail en lui expliquant les différentes problématiques s'il y en a dans le bien. Ensuite, va avoir la phase de signature de la promesse. Donc au moment de la signature de la promesse, là évidemment le notaire doit s'assurer que la volonté des parties est retranscrite par écrit et il doit s'assurer de la sécurité juridique. Donc on signe une promesse qui est souvent unilatérale à Paris en tout cas, et c'est une promesse unilatérale de vente qui est conditionnée à différentes conditions suspensives qui peuvent être par exemple le droit de prendre sur urbain, on doit proposer à la mairie en priorité. Ensuite il y a souvent évidemment le prêt de l'acquéreur. Et voilà. Et ensuite, la promesse suit son cours, l'acquéreur va obtenir son prêt, ensuite va arriver la vente où là, le notaire donc, va encore une fois faire un acte authentique et cet acte authentique, il va le publier au service de la publicité foncière pour assurer, c'est un registre en fait de propriété, pour assurer le transfert de propriété et Donc ça c'est le le fait moment que où ce soit on connu des détient le tiers en bien. tout cas. Voilà. En fait, la détention du bien, c'est au jour de l'acte authentique chez le notaire et ensuite le notaire a un mois pour publier l'acte de vente et au moment de la publication, eh bien, ça permet de faire connaître au tiers le fait que Monsieur X est propriétaire du bien. Voilà. Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, je pense que pas mal d'auditeurs ont peut-être réalisé une acquisition en tant que particulier. Vous parliez à l'instant du fait que pour un particulier, voilà, ça va être peut-être un appel pour expliquer qu'on a bien tout validé. Dans le cadre d'un institutionnel, vous parliez d'un audit. Ça a quelle forme cet audit exactement? Bon, c'est un rapport d'audit en fait sur plusieurs pages où on va expliquer effectivement, on va avoir différentes catégories. Donc, comme je vous disais, on va d'abord voir qui est propriétaire du bien, donc remonter sur une période trentenaire, à l'aide d'état hypothécaire qu'on demande aussi au service de publicité foncière. Cet état hypothécaire va faire état de la propriété, mais également des charges qui peuvent être sur le bien, du type servitude ou encore si la banque a pris une inscription du type hypothèque conventionnelle. Voilà, tout ça, on vérifie. Ensuite, on vérifie également tout ce qui est construction. Donc là, on va demander aux mairies les différentes pièces. On va faire un rapport sur dire, par exemple, il y a une partie de la construction qui est illégale. Donc, on va donner les conséquences juridiques. Donc, en fait, en gros, on fait état du bien et des conséquences juridiques que ça a. Et effectivement, quand c'est institutionnel, c'est un rapport d'audit plus détaillé. Et aussi parce que l'institutionnel, il est plus averti qu'un particulier. Un particulier, je pense qu'il aime bien aussi qu'on décroche notre téléphone et qu'on lui explique de manière plus pédagogue, peut-être, les conséquences de ce qu'on a vu. Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu une anecdote où vous avez découvert un couac monumental qui a fait que la vente, du coup, ne s'est pas faite et que l'institutionnel ne l'avait pas vu, en fait, dans sa préanalyse? Alors, l'institutionnel, il ne va pas forcément faire une préanalyse juridique, en fait. Il va D'accord. saisir le notaire, lui, il va faire l'analyse Financière, financière c'est du ça. bien. Bon, après, quand il y a des services juridiques, ils peuvent aussi analyser, mais souvent, c'est quand même le notaire, parce qu'en institutionnel, on ouvre des data rooms entre notaires. C'est le notaire de vendeur qui va s'occuper de réunir les pièces et d'ouvrir une data room au notaire acquéreur qui fait son audit. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir une servitude, un immeuble bâti, il y avait une servitude qu'on appelle de non-haetus solendi, ça veut dire qu'on ne peut pas élever l'immeuble, et il aurait fallu démolir 4 étages de l'immeuble, en fait. Voilà, ça, D'accord. voilà, ça a Et mis donc, du la temps. vente s'est pas faite, j'imagine. Non, mais enfin, après, on peut trouver des solutions, donc elle va peut-être se faire, mais en l'occurrence, c'est en suspens. Oui. Mais c'est un exemple typiquement qu'on peut découvrir en auditant le bien. Donc, en fait, finalement, il y a une grosse valeur à aller faire ce type d'analyse. Ah oui, oui, bien évidemment, oui. Ok. Parfois qui veut dire le contraire. Oui. Excellent. Et alors, du coup, donc là, on parle effectivement de ce rôle d'analyse juridique et finalement, il y a aussi un rôle de conseil pour un notaire. Dans quelle mesure ça se met en œuvre? Alors, tant du point de vue institutionnel que du point de vue particulier. Est-ce que vous avez vraiment un rôle de recommandation auprès de vos clients? Alors, en tout cas, on a un rôle de recommandation juridique.
On va pas, enfin après, le prix, c'est les parties qui le font. Si quelqu'un est prêt à payer 2 millions d'euros pour un bien et quelqu'un d'autre 1,5 million, ça, c'est pas nous qui faisons le prix. Nous, on a vraiment un rôle de recommandation juridique et donc on va leur dire, écoutez, voilà, là, nous, on identifie ce risque-là. Par exemple, dans les particuliers, ce qu'on peut voir souvent en copropriété, c'est une annexion de partie commune. Ça veut dire que, par exemple, il y a un petit cellier qui est en fait une partie commune qui a été annexée par l'appartement. Donc, c'est pas sa propriété. Donc, le risque, c'est évidemment qu'on vous demande de De le rendre réduire finalement, ouais. l'appartement, en fait, en quelque sorte. Et là, voilà, on explique les conséquences au client et puis on va lui trouver des solutions juridiques. Typiquement, ça veut dire le racheter à la copropriété, faire une assemblée générale de copropriété pour voter cela et définir le prix. Voilà, donc nous, on est là pour identifier le problème et trouver une solution. Et alors, on en parlait hein, rapidement, je sais que c'est un peu moins votre domaine, mais pour les particuliers, il y a aussi parfois la mise en place de structures spécifiques. Pas mal de nos clients sont des aficionados de la fameuse SCI. C'est également le rôle du notaire d'aller mettre en place ce type de solution? Oui, tout à fait. Enfin, nous, on va pouvoir recommander. Alors, c'est vrai que la SCI, on la recommande pas trop sur la résidence principale. En revanche, sur tout ce qui est investissement, ça peut être un levier pour déjà de D'optimisation transmission, finalement, voilà, oui. et de gestion. Parce que évidemment, quand par exemple vous achetez en indivision, ça bloque beaucoup plus quand il y a des décisions, c'est à l'unanimité. Là où dans la SCI, on va pouvoir prévoir des règles de majorité. De la même manière, si vous voulez vendre un bien quand vous êtes en indivision, vous pouvez mettre fin à l'indivision. Et donc, c'est un vrai sujet en SCI. Pareil, vous mettez, ça va être des cessions de parts, mais vous pouvez mettre des règles pour les cessions de parts. Donc voilà, et aussi ça peut être aussi des outils d'optimisation dans la transmission d'un patrimoine, parce que ça permet évidemment d'éviter l'indivision entre ses enfants et de les réunir dans une SCI. Et puis c'est quelque chose de plus stable en fait que l'indivision. Après, c'est sûr que la SCI, il y a aussi toute une gestion à faire, puisqu'on doit potentiellement faire recours à un expert comptable, etc. Donc, bien sûr. c'est quelque chose qui s'arbitre en fait aux besoins. Des coûts, oui, des coûts supplémentaires face à potentiellement des simplifications par ailleurs. Exactement. Alors, on nous parle tout le temps, c'est peut-être d'ailleurs la chose pour laquelle les notaires sont le plus connus en France, les fameux frais de notaire. On emploie souvent ce terme, on le sait, finalement, la portion des frais de notaire qui revient au notaire n'est pas si énorme. Ça marche comment, Julia, les frais de notaire? Alors en fait, quand le notaire, alors là, encore une fois, je me place dans la vente, hein, donc Ouais. les frais de notaire, en fait, enfin, on les appelle effectivement communément comme ça. Le notaire, en fait, quand il signe une vente, il va faire un appel de fonds. Enfin, c'est lui qui fait le décompte financier à son client. Dans l'appel de fonds, il va y avoir différentes choses. Il va y avoir tout d'abord le prix de vente, évidemment. Il va y avoir l'éventuelle commission d'agence. Ensuite, il va y avoir toutes les taxes qui sont dues à l'administration fiscale, qui se décomposent. Il y a la taxe départementale qui est à 4,50%, il y a la taxe communale à 1,20% et il y a les frais d'assiette à 2,37% des 4,50%. Donc en fait, D'accord, ça fait 5,80% que nous, on collecte pour l'État et qu'on reverse à l'administration au moment où on publie l'acte. d'accord. Ensuite, s'ajoute à ça, évidemment, les émoluments. Enfin, il y a encore la contribution de sécurité immobilière, que ça, on verse aussi au moment où on publie l'acte. C'est la rémunération en fait, du service de publicité foncière. Pardon. Et enfin, on va appeler évidemment les émoluments du notaire, qui sont les vrais frais de notaire. C'est-à-dire, c'est ce qui revient au notaire. Et donc, dans les émoluments du notaire, il y a les émoluments d'acte d'une part. Donc ça peut être proportionnel ou fixe. Proportionnel, c'est quand c'est un acte un petit peu qui a une certaine complexité, du type une vente, une donation. Donc là, c'est proportionnel à la valeur du bien. Et il y a les émoluments fixes. Et donc là, les émoluments fixes, c'est des actes qui sont moins complexes. Type hypothèque ou ce genre de choses ou... Non, l'hypothèque, c'est proportionnel aussi, D'accord. mais c'est type main levée, par exemple, d'une hypothèque. D'accord. Voilà, ça, c'est 150 €. Ou alors un contrat de mariage, c'est environ 220 €. Un PACS, c'est environ 110, je crois, ou 100 €, je sais plus. Enfin, voilà, Et ça sont des tarifs qui sont fixés par l'État ou c'est fixé par le notaire lui-même? C'est fixé par l'État. Ça, c'est D'accord. vraiment tarifé. Donc, que vous alliez à Bordeaux, Strasbourg, Paris, vous avez le même tarif chez tous les notaires. Et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est tarifé. Et en fait, le principe du tarif, c'est qu'il est perpétuellement remanié en fonction du coût de la vie, etc. Et donc, depuis 2016, on a eu déjà 2 modifications du tarif. D'accord. Et il est indiqué qu'effectivement, il pourrait y avoir des nouvelles modifications du tarif. Entendu. Donc en fait, si on reprend, là vous parliez de 5,37 qui sont des frais de l'État, plus 5,80. Pardon, 5,80 qui sont les frais de l'État, plus les services de publication De 0,10%. Voilà, 0,10%, donc on arrive à 5,9. Donc finalement, on parle souvent des frais de notaire qui sont quoi, 7,5, 8, hein, en gros, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc finalement, parmi ces 7,5, 8, il y en a déjà quasiment 6 qui reviennent à l'État. Exactement. Donc en fait, les émoluments du notaire, c'est à peu près 1,5%
Donc, c'est à peu près 1%. 1%, Et ok. sur ces 1%, sachant que ça, c'est TVA incluse. Et nous, on reverse également sur nos émoluments la TVA, puisqu'on est aussi collecteur de la TVA. D'accord, donc en fin de compte, toutes les discussions autour des frais de notaire, c'est des discussions qui sont toujours un petit peu compliquées parce que la réalité, c'est que le client voit ce qu'il envoie au notaire, mais ce qui est vraiment versé au notaire, c'est évidemment bien moindre. Exactement. Ok. Et alors, on a vu récemment un certain nombre de gens inciter les clients à négocier les frais de notaire. Un peu surprenant. Ça veut dire quoi négocier les frais de notaire? Alors en fait, si vous voulez, avant, c'était la loi 2016, il y avait une possibilité de faire soit une remise totale sur l'acte, soit pas de remise. Remise C'est-à-dire totale, donc on prend on 0. renonce totalement à l'émolument. Donc c'est cadeau. C'est cadeau, exactement. On n'avait pas le droit de faire de remise partielle. Et est apparue en fait la possibilité de soit faire donc une renonciation totale, donc là ça veut D'accord. dire qu'effectivement c'était comme avant 2016, et aujourd'hui on peut faire des remises partielles. Mais les remises partielles, il faut faire attention parce qu'elles sont applicables à tous les clients. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pour un client précis, on va faire cette remise, et pour l'autre, on ne fera pas de remise, par exemple. Parce que D'accord. sinon, effectivement, Il y aurait une rupture de l'égalité. exactement. Donc, du coup, on peut afficher, nos remises doivent être affichées au sein de l'office ou sur notre site internet, et elles doivent perdurer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer toutes les 2 semaines. D'accord. Mais on peut les changer tous les 2-3 ans quand même ou Oui, même pas? 2-3 ans, oui, parce qu'il faut que ce soit quand même, voilà, Voilà, c'est pas une offre adapté spéciale. aussi. C'est pas Black Friday. Exactement, ça ne va pas être un Black Friday sur les frais de notaire, non. Enfin, les frais de notaire, j'appelle ça frais de notaire, en l'occurrence, c'est l'émolument. D'accord. Voilà, et donc du coup, les remises sont très encadrées par le code de commerce. Et on peut, alors en dessous de 100 000 euros, enfin 100 000 euros, je parle du prix de vente par exemple. D'accord. En dessous de 100 000 euros, on peut faire aucune remise. Ensuite, entre 100 000 et 10 millions d'euros, on peut faire jusqu'à 20% de remise, qu'on soit en résidentiel ou en non résidentiel ou en logement social. D'accord. Et au-dessus de 10 millions, on peut faire jusqu'à 40%, mais là, pas pour le résidentiel, c'est que pour le non résidentiel ou le logement social. D'accord. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il faut, pour en fait, enfin, ce que j'en comprends, c'est qu'on ne peut pas aller voir son notaire traditionnel et demander une remise particulière. C'est soit le notaire pratique une remise pour tout le monde, soit il ne la pratique pas du tout. Exactement. Ou alors, il peut vous faire une renonciation totale. Voilà. Il a l'option quand même de… La renonciation totale Oui. est toujours Et possible. ça, il peut le faire au coup par coup. Exactement. D'accord. Et par contre, sur la renonciation totale, il y a toujours on a 2 fois 4% à verser pour la caisse de retraite des notaires et pour le CSN. D'accord. Voilà. Ok. Et alors du coup, pour revenir à ça, est-ce que c'est différent quand on est notaire qui travaille principalement avec des particuliers versus des institutionnels? J'imagine que votre transaction moyenne, elle est de quelle taille à peu près? Ah, je sais pas vous dire. Mais plusieurs millions quand même ou? Oui, mais enfin, nous, on fait à la fois du particulier et de l'institutionnel à D'accord. l'étude, donc c'est très variable. C'est très variable en fait, effectivement. D'accord. Mais en tout cas, on ne refuse pas d'actes, évidemment, puisque le notaire, le principe, c'est qu'il doit prendre tous les actes. Mais voilà, les transactions sont très variables. Et puis là, le marché évolue pas mal. Donc, Ouais, on y reviendra un peu après, effectivement, parce que vous êtes au premier âge. Entendu. Mais donc, du coup, la question sous-jacente, c'est finalement, est-ce que, alors, nous, on fait finalement beaucoup de SCPI, est-ce que un institutionnel comme une SCPI, généralement, a de meilleurs frais sur ses acquisitions qu'un particulier? alors en fait, il va avoir de meilleurs frais s'il choisit un notaire qui fait des remises. Parce D'accord. qu'il y a des notaires, on a aussi le choix de ne pas en faire, hein. C'est le choix de Mm. chaque notaire, puisque chaque notaire applique sa remise, hein. Sur le tarif, on est tous pareils, mais en revanche, les remises sont personnelles à chaque notaire. Et donc, si son notaire effectivement pratique des remises, typiquement, il achète, je sais pas, du bureau à 20 millions d'euros. Si son notaire a décidé à partir de 10 millions d'euros de faire 30% de remise, eh bien, il aura 30% de remise sur la part 10 millions Sur les à 20 peu millions. près 1% de… D'accord, ok. Voilà, exactement. Ok, excellent. Donc effectivement, peut-être un avantage, mais en fin de compte, ce que j'en comprends, c'est que même en tant que particulier, aller trouver un notaire qui fait des remises, ça va être assez peanuts finalement. Alors effectivement, j'avoue que j'ai pas de connaissance. Enfin, on va pas voir les tarifs, enfin les Ouais. remises de chacun des notaires, mais il y a peut-être des notaires qui, en dessous de 500 000 euros, par exemple, pratiquent 10% ou 20% sur. Sur 1%. Donc en fait, c'est 10% d'1%, Voilà, exactement. 0,1%, quoi. Ouais, donc en fait, c'est pas non plus énorme. On avait une autre question pour vous, c'est un sujet qu'on voit, notamment le démembrement. Le démembrement, c'est un peu la spécialité des notaires. Ça veut dire quoi, démembrer une propriété? Alors, en fait, si vous voulez, le droit de propriété, il est composé de l'abusus, du fructus et de l'usus. Donc, l'abusus, c'est le droit de disposer. Le fructus, c'est le droit de percevoir les fruits. Et l'usus, c'est le droit d'user le bien. D'accord. Enfin, d'en avoir l'usage. Et en fait, quand vous démembrez, eh bien, ce démembrement, en fait, revient au nu propriétaire l'abusus, et l'usus et le fructus revient à l'usufruitier. D'accord. On pourrait séparer l'usus et le fructus différemment ou ça n'aurait aucun sens? Faire un usu, un fruit et un… Ouais,
Ouais, enfin, Ça n'arrive jamais, non, quoi. ça n'arrive pas. D'accord, ok. Et donc voilà, et donc du coup en fait, ça se voit beaucoup dans les transmissions en fait de biens immobiliers, puisque effectivement les parents donnent la nue propriété aux enfants et conservent l'usufruit parce que ça leur permet effectivement de gérer le bien, de le louer par exemple si c'est un bien immobilier, D'y vivre aussi. ou d'y vivre. Alors sur la résidence principale, on le conseille moins que sur Hmm. des biens d'investissement parce que c'est bien quand même de pouvoir encore disposer aussi de sa résidence principale. Mais bon, ça se fait aussi, puis ça se fait passer un certain âge, en fait, voilà, on est en confiance avec ses enfants, on sait que, voilà, donc on donne plus la résidence principale quand on est plus âgé. C'est vrai qu'on a plus tendance à donner des biens, par exemple, la résidence secondaire, ça se voit beaucoup. Mhm. Donc voilà, et donc du coup, ils conservent l'usage et les fruits du bien. Et en parallèle, les enfants ont quand même la nue propriété. Et en fait, l'intérêt, c'est d'optimiser puisqu'on ne donne que la nue propriété. Et cette nue propriété évolue en fonction de l'âge de l'usufruitier, la valeur de la nue propriété. Donc, plus vous donnez jeune le bien, plus la valeur de la nue propriété va être basse. Faible, ouais. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ça va permettre effectivement d'optimiser au maximum. En rentrant dans les abattements, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une donation, mais qui va être indexée sur la valeur de la nue propriété et pas du bien complet, c'est ça? Exactement. Exactement. Et sur notamment les droits de mutation à titre gratuit, eh bien, c'est intéressant parce que vous avez un premier abattement de 100 000 euros, qui est l'abattement qui est tous les 15 ans. En fait, vous pouvez donner 100 000 euros par parent et par enfant. Et ensuite, vous allez aller dans des tranches. Et donc, du coup, effectivement, plus l'âge de l'usufruitier est bas, plus ça va permettre d'optimiser cette, Parce qu'un autre cette point, c'est qu'en transmission. fait, si je fais une donation, alors moi j'ai pas encore d'enfants, mais imaginons que voilà, je fais une donation à mes enfants, je suis relativement jeune, la valeur de la nue propriété du coup va être très faible, et on est d'accord que lorsque, alors, si je fais un démembrement viager, donc c'est-à-dire qui court jusqu'à ma mort, à ma mort, ils ne paieront pas la différence entre la valeur totale et la nue propriété, c'est bien ça? Exactement, en fait, ça se reconstitue, la nue propriété et le usufruit se reconstituent en quelque sorte gratuitement, en fait, voilà. Donc sans qu'il y ait des nouveaux droits à payer au moment du décès. Donc, si je schématise, un bien à 500 000, j'en donne la nue propriété, mettons que je sois dans la tranche où ça vaut 50%, je donne 250 000 euros, donc mes enfants sont imposés comme si j'avais donné 250 000 euros, donc abattement de 100 000 euros plus frais par ailleurs. Exactement. Mais à la mort, le bien valait 500 000 et ils n'ont payé, entre guillemets, des droits de succession que sur 250 000. Exactement. C'est ouais, des droits de mutation à titre gratuit sur 250 000 euros. Et alors, ça, c'est pour le cas d'un particulier, mais vous faites beaucoup d'institutionnels. Est-ce que les institutionnels font aussi du démembrement? Oui, bien sûr, il y a des institutionnels qui font du démembrement pour, en fait, ils achètent des immeubles et ensuite ils vendent la nue propriété à des particuliers et ils vont vendre l'usufruit, alors soit à des bailleurs privés, soit à des bailleurs, ça se voit beaucoup chez les bailleurs sociaux. Et là aussi, ça va avoir un intérêt pour les particuliers puisque ils ne vont acheter que la nue propriété et ils ne vont pas devoir s'occuper, puisqu'il y a beaucoup de particuliers qui râlent sur la gestion du bien, et ben pendant, par exemple, 10 ou 15 ans, enfin 10 ans si c'est du démembrement avec un bailleur institutionnel privé, mais par exemple un bailleur institutionnel du social, ça va être 15 ans, et bien pendant 15 ans, ils n'ont pas à gérer le bien, et ensuite, ils récupèrent la pleine propriété du bien au moment de la fin de l'usufruit. D'accord, donc c'est un peu différent. Là, ce qu'on appelle le démembrement temporaire. C'est-à-dire que c'est plus viager, c'est plus jusqu'à la mort, parce qu'évidemment, c'est un bailleur institutionnel. Et donc, quel est l'intérêt pour les bailleurs sociaux de faire ça? Bah, l'intérêt pour les bailleurs sociaux, c'est d'avoir la gestion d'un bien et enfin, c'est des histoires de flux financiers pendant toute la durée des 15 ans, sans avoir à payer non plus la propriété du bien. D'accord, donc en fait, tout le monde La s'y pleine retrouve. propriété en tout cas, exactement, ouais. Ok. Puis ça permet quand même effectivement aussi, parce qu'il y a des vendeurs, en fait, ça va permettre aussi d'optimiser le prix pour le vendeur, puisque le fait qu'il y ait une partie qui soit vendue en nue propriété, ça va permettre aux vendeurs de vendre quand même à un certain prix. S'ils vendent à un bailleur social, le prix va peut-être être un petit peu décoté. Donc en fait, ça arrange aussi le vendeur d'avoir ce schéma et de remplir son quota social, par exemple sur tout ce qui est permis de construire, enfin, quand on a des permis de construire ou on a des obligations sociales, eh bien, ça va permettre de remplir son quota de logement social À pour le moindre coût, en promoteur, par fait. exemple. D'accord. Bah, en permettant quand même d'avoir un prix correct, puisqu'il y a la nue propriété qui est vendue à des investisseurs privés. Donc effectivement, celui qui va démembrer, l'institutionnel qui va démembrer, il va pouvoir quand même offrir un prix correct au promoteur, par exemple. Et comment on choisit ce qu'on appelle la fameuse clé de démembrement? Qui décide de la clé entre le nu propriétaire et l'usufruitier dans ces cas-là? Alors, il y a la valeur économique de l'usufruit et la valeur fiscale. Donc, la valeur économique, elle est déterminée par les parties et la valeur fiscale, elle est déterminée par le Code général des impôts. Et donc, c'est 23%, la valeur de l'usufruit, c'est 23% par période de 10 ans. D'accord, ok. Voilà. Entendu. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour les institutionnels. Alors, pour revenir un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes aux premières loges, vous, Julia, mais vous également, les notaires, sur les transactions. Comment ça se passe en ce moment?
Alors, il y a eu une période, beaucoup plus calme et il y a je crois que les notaires de Paris ont dit qu'il y avait une baisse de transactions d'environ 20 sur l'année. Là, je trouve que ça reprend un petit peu et on a un regain. Alors est-ce que c'est la fin de l'année? Parce que dans l'immobilier institutionnel, la fin d'année est importante pour les institutionnels pour, clôturer l'année. Donc mais là, je trouve qu'il y a un petit regain, et puis j'ai discuté avec des brokers et cetera qui me disent aussi qu'ils sentent qu'il y a de nouveau un petit peu un mouvement dans le marché. Alors, mouvement, ça veut dire du volume des transactions qui se font, Exactement. mais à quel prix? Bah, je pense que les vendeurs aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on ressent, sont capables enfin, d'accepter que le prix doit baisser un petit peu, et que du coup, ben, voilà, les transactions peut-être reprennent un petit peu grâce à ça, que les vendeurs acceptent effectivement de baisser un petit peu leur prix. Ouais. Et un petit peu, c'est quoi? 15%, 30%? Alors ça, je sais pas, j'ai pas fait de, De mais stade précise? non, j'ai pas fait de stat précis, donc je pourrais pas vous répondre sur le montant des. Mais comme ça, alors un feeling, c'est beaucoup, pas beaucoup? Bah, en fait, ça dépend toujours du vendeur. C'est-à-dire qu'il y a certains vendeurs qui vont devoir vendre et donc ils sont prêts à baisser effectivement peut-être de 10-15%, 20%. Il y en a d'autres où effectivement ils vont baisser que de 5% parce que finalement il n'y a pas de nécessité à vendre, mais voilà, ils veulent arbitrer pour différentes raisons, mais qui ne sont pas forcément économiques. Et donc, et voilà, et les SCPI typiquement, ils ont besoin par moment d'arbitrer de manière obligatoire et donc effectivement ils vont peut-être accepter des baisses Un peu plus plus importantes. significative. Ouais. Et alors, Julia, un point, quand on parle du contexte de marché, c'est évidemment le contexte des bureaux. On voit que les bureaux sont peut-être dans une position un peu plus difficile qu'avant. On entend certains acteurs parler de recyclage urbain, de la capacité de renouveler un bureau en logement. Je crois que dans le jargon, on appelle ça le changement de destination. Ouais, Ça marche exactement. comment? Il y a 2 choses en fait déjà quand vous voulez, changer, effectivement, la destination d'un bien, c'est qu'il faut regarder l'usage et la destination et c'est 2 réglementations, différentes. La D'accord. réglementation sur l'usage, elle s'applique en Île-de-France et sur les communes de plus de 200 000 habitants. Alors, attendez, juste, c'est quoi la différence entre l'usage et la destination? Ben, en fait, la destination, c'est, si vous voulez, la destination, c'est votre permis de construire. Il va vous dire, votre destination, par exemple, c'est du bureau. D'accord. Ça, c'est le permis de construire qui va le déterminer. Et l'usage, c'est déterminé par des fiches de révision foncière au 1er janvier 70. Et ça détermine, en fait, au 1er janvier 70, il y a des gens qui devaient remplir des fiches de révision foncière. Et ces fiches de révision foncière, elles déterminent l'usage du bien. Mais quand vous changez la destination d'un bien, vous devez aussi vous assurer de faire un changement d'usage. Alors, sachant que le changement de destination par un permis de construire permet aussi de changer l'usage. Mais donc, du coup, globalement, si on veut changer la destination d'un bien, on va déposer un permis de construire pour faire un changement de destination de, par exemple, bureau à habitation. Et donc, nous, enfin, c'est un architecte qui va faire ça. Mais effectivement, si un client vient nous voir en nous disant, bah voilà, moi, je veux faire de l'habitation et que je suis en bureau, bah, on va lui dire, effectivement, vous devez déposer un permis de construire à la mairie. Qui peut refuser? Évidemment, oui, ça peut être refusé. Et il y a le fameux. Alors, pour l'habitation, c'est plutôt favorable en général. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tendance à vouloir plutôt. Le changement de destination de habitation à bureau va être beaucoup plus compliqué que l'inverse. Ouais. D'accord. Surtout, j'imagine, dans une ville comme Paris, peut-être où il y a un peu une pénurie de logements, quoi. Exactement, ouais. D'accord. Et alors ça, c'est intéressant parce que ce que ça signifie, c'est qu'en fin de compte, dans certaines zones où les logements sont un peu tendus, on pourrait effectivement imaginer une mise en place de ce type de stratégie à grande échelle par les SCPI qui voudraient retranscrire, enfin, ou retransformer du bureau en habitation. Oui, exactement. Elle pourrait effectivement, via un permis de construire, obtenir un changement de destination. Oui. Et vous en voyez beaucoup de ce genre de recyclage urbain? Alors, moi, à titre personnel, non, mais je sais que ça se fait pas mal, effectivement, pour redonner une vie aux immeubles qui n'arrivent pas à se vendre ou voilà, enfin, qui sont effectivement plus adaptés à la demande. Et c'est quoi votre perception? Parce qu'on parle beaucoup de la réglementation, il y a le fameux décret tertiaire. D'ailleurs, c'est une question, le notaire, il a un rôle pour, enfin, pour garantir, parce que je sais que le DPE, c'est un sujet très important chez les Mm. notaires pour les particuliers. C'est pareil pour les institutionnels sur la réglementation énergétique? Oui, bien sûr, parce qu'on va devoir auditer enfin, ce qu'on appelle l'audit énergétique, qui est maintenant obligatoire quand vous vendez en monopropriété. Et puis par ailleurs, on va regarder que les déclarations de décret tertiaire, effectivement, ont bien été faites sur un bâtiment, par exemple, industriel, ce genre de choses. Donc oui, oui, bien sûr, on audite dans le cadre et on avertit nos clients sur si le bâtiment est énergivore ou pas. Enfin voilà, on regarde tout ça dans le cadre de notre audit. Bah écoutez, merci beaucoup Julia, c'est beaucoup plus clair sur le rôle d'un notaire, alors tant pour un particulier que pour un institutionnel, dans une acquisition immobilière réussie. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu.